Madame Yunvig, bonjour. Bonjour. Madame Yunvig. Vous avez travaillé comme infirmière. Ah bah oui, Eh oui, et vous avez travaillé avec l'abbé Glasberg. ben oui, Vous l'avez rencontré. oui. Ah oui? C'est son petit-neveu. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Vous avez Ah ben vu? c'est bien, non, ça fait plaisir. Je suis le petit-neveu d'Alexandre Glasberg, le fondateur du COS. L'abbé Glasberg a rendu visite à ma famille en Angleterre dans les années 60, mais je l'ai rencontré pour la première fois à Paris alors que nous rendions visite à ma grand-mère. Quand j'étais enfant, elle habitait à Paris et mon grand-oncle venait parfois chez elle. C'était sa sœur aînée, Tatiana. Je me souviens que ma famille parlait avec fierté de l'implication de l'abbé Glasberg dans la résistance et j'ai entendu parler de la création du COS, de son travail en faveur des réfugiés et de ses maisons pour les âgés et les handicapés. Mon grand-oncle m'a beaucoup impressionné, il m'a fasciné. Il avait une très forte personnalité qui pouvait remplir une pièce. Bien que l'abbé Glasberg soit resté abbé, tout son travail avec le COS était laïque. Il n'a jamais œuvré dans le sens de la bienfaisance ou de la pitié ou de la charité. Son objectif premier, tel que moi je l'ai compris, c'était de dire que chaque être humain a des droits et qu'il doit faire en sorte de rétablir et que chacun puisse avoir accès à ses droits. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours touché, de se dire qu'il agissait au nom de la justice sociale de chacun des personnes que l'on recevait. Je viens de terminer un livre sur mon grand-oncle et son travail, qui, j'espère, sera publié prochainement. En septembre et octobre 2018, mon épouse Jill et moi avons eu l'occasion de visiter 8 centres du COS. Ce film est notre façon de remercier les merveilleuses équipes qui nous ont accueillis. Monsieur Lampert, c'est le petit-neveu de l'abbé Glasberg, qui est le prêtre qui avait créé l'association COS il y a 70 ans. Et Monsieur Lampert, il est anglais. Le travail d'Alexandre Glasberg a été consacré aux personnes en marge de la société. Et le centre que nous avons visité reflète une continuité remarquable avec ses intérêts. On est spécialisé dans l'accueil des réfugiés politiques. Nous accueillons des jeunes en insertion et des demandeurs d'asile. La Colline, c'est une maison de retraite. Notre établissement est un centre de gériatrie. Cette maison qui accueille 98 personnes âgées. Quand la personne arrive vers nous, elle a été victime d'un événement de santé souvent grave qui fait qu'elle a des difficultés, elle a des déficiences et puis des incapacités. Elle peut se retrouver en situation de handicap, dans le handicap. Alors le CRPF de Nantes-Sorunin donc accueille des personnes en situation de handicap, donc qui sont reconnus travailleurs handicapés et qui viennent en reconversion professionnelle dans notre établissement. La Masse de Nanteau, c'est une maison d'accueil spécialisée qui accueille des personnes qui ont un handicap lourd, qui ne peuvent plus rester chez eux. Mon grand-oncle a toujours souligné l'importance d'encourager une autonomie maximale des résidents et des patients de ces centres. J'ai vu ce principe mis en pratique de nombreuses manières différentes. L'abbé Glasberg, qui était celle de dire « tout faire pour la personne, ne rien faire à sa place »,
On le porte, on le vit tous les jours. Et lorsqu'ils viennent ici, c'est de la remise à niveau pour les préparer pour la suite. Ici, il y a un groupe de 14 personnes avec des destins différents. Chaque personne est importante. C'est un travail individualisé. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent ici, on fait un état des lieux de leurs connaissances pour les emmener au bout du pôle savoir à un certain nombre d'acquis, de connaissances, de méthodologies pour pouvoir poursuivre avec le plus, ce que j'espère, de sérénité possible la suite. Voilà. On est vraiment écouté ici, on est suivi correctement pour repartir correctement dans la vie. C'est ce que j'ai appris dans ce centre. La confiance en moi. Me respecter. Et cela fait oublier absolument mon handicap. Ça nous redonne goût au travail, nous redonne goût à la vie. En confiance en nous, quoi. Surtout. Avant, on était des handicapés. Maintenant, on est des handicapables. Handicapables. On est rentré comme une stature handicapée, on ressort handicapable. En tant que formateur, on ne vise qu'une chose, l'objectif principal, c'est l'autonomie. Être autonome pour travailler, pour trouver un emploi, trouver un stage dans le cadre de la formation, bien sûr, être autonome, mais aussi techniquement parlant, apprendre le métier, gérer une mise en page, une retouche photo, être autonome le plus vite possible. 51 ans, je suis une personne qui a toujours travaillé, j'étais dans le transport. J'ai eu un problème, une maladie, qui a fait que j'ai perdu mon boulot, mon travail, pardon, et j'ai dû me reconvertir. Et j'ai cherché un peu les métiers qui pourraient me plaire, et tout ce qui est graphisme, texte, tout ça, ça me plaît beaucoup. Donc on m'a orienté, on m'a aidé à trouver cette formation ici, et voilà, aujourd'hui je suis heureux, on va dire, d'effectuer ça. C'est un privilège. Mais plutôt des gens qui sont avancés en âge. La tranche d'âge, ça va en gros de 25 à presque 60 ans. L'idée même de reprendre un système scolaire, c'est très très difficile. Alors qu'en formation professionnelle, justement, comme on est très pratico-pratique, on les met tout de suite dans les conditions à la fois de ce qu'ils ont besoin et de ce que les professionnels demandent de la part des stagiaires. C'est agréable, Franck est un très bon formateur. Il y a une bonne ambiance, le centre, ouais. Je m'appelle Lucie, donc ancienne patiente de Divio où je suis restée 1 an et demi en rééducation suite à un accident de la route. Donc le sport avait une très grande importance dans ma vie. Donc pour moi, il m'était impossible de ne pas redécouvrir le sport et de ne pas faire de pratique sportive. Et quelle a été ta première réaction quand le médecin t'a prescrit de l'activité physique adaptée ? Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire en fauteuil. Pour moi, je n'arrivais pas à m'imaginer qu'une personne en fauteuil ou handicapée puisse refaire une activité sportive quelconque. Donc grâce à Séverine, j'ai pu par la suite, après un long travail, reprendre le sport. Alors maintenant, je vis toute seule sur Dijon. J'ai mon appartement, j'ai ma voiture. Je fais du sport à haut niveau, maintenant on peut dire. Je fais partie de l'équipe de France de basket. Et pour l'instant, je vis de basket. Donc voilà, c'est une boîte classique. Et une jambe, je mets une main là pour m'avancer. On met mes jambes, afin de ne pas la faire tomber. Hop, on le fait passer entre vu que j'ai pas les abdos. Hop. Comme ça, donc et tac, et tac. C'est une boîte automatique, donc
Il y a juste à accélérer, freiner. Moi je m'appelle Magali Battré, je suis ergothérapeute dans l'établissement et la mission qu'on a c'est de favoriser l'autonomie des résidents ici, donc l'autonomie dans les déplacements ou dans la gestion de leur environnement essentiellement. Haussmann, ses mouvements principaux ils se situent au niveau de la tête. Et donc en fait pour manipuler son fauteuil roulant et son environnement il se sert de l'appui-tête. Vous nous écrivez un petit mot? Bonjour, monsieur Souvard. Bonjour. Au revoir, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Membre, délégué, voilà, délégué du CBS. Bonjour. Pour le confort, elle a aussi un contacteur ici. Là. Les placements de son pouce lui permettent de naviguer dans un menu qui est ici. Le confort. Voilà, là, elle le lève. Donc elle va ouvrir la porte. Voilà, donc avec ces petits millimètres de mouvement, Julie, elle peut faire beaucoup de choses dans sa chambre. Et, parce que Julie aime les livres papier. Le résident doit au maximum garder l'autonomie qu'il a et s'il en perd un petit peu, en tout cas on est toujours dans préserver cette autonomie le plus longtemps possible. Et du coup, il utilise son ordinateur grâce au joystick qui devient la souris de l'ordinateur et au clic grâce au contacteur. Il perd en mobilité et du coup, en fonction de l'environnement, il peut aussi allumer les lumières, ouvrir la porte. Merci, au revoir. J'ai vu de nombreuses méthodes thérapeutiques pour aider les résidents et les patients autant que possible à conserver leur indépendance quotidienne. Maria Montessori, qui est une médecin italienne, première femme médecin italienne, et qui, elle, disait, sa maxime, c'était « aide-moi à faire seule ». Donc c'est un atelier mémoire que je propose tous les lundis matins aux résidents, toujours le même jour, toujours les mêmes repères, et qui a pour objectif de stimuler, solliciter les habiletés, tout ce qui est préservé par les résidents. L'autonomie d'aller chercher l'activité qu'ils ont envie de faire. C'est pas nous qui imposons nos activités, c'est eux qui choisissent, en fonction du jour, en fonction du goût, en fonction de ce qu'ils aiment faire. Et on essaie que le choix, l'autonomie, dans tous les actes de la journée soit préservé, soit encouragé. Alors, le but du PASA, ce qu'on appelle le PASA, pôle d'activité de soins adaptés, c'est fait pour recréer quelque part une ambiance familiale. Et on s'est aperçu qu'en étant en petits groupes comme ça, il se crée un lien entre les résidents avec nous et on arrive à obtenir des choses qu'on n'arrivait plus. Donc il y a plein de choses comme ça, et puis la mémoire aussi, on fait beaucoup travailler la mémoire. Et comme M. Vernet, qui ne parlait plus l'anglais et qui s'est remis ici à parler l'anglais. I do speak English, all right? Very good. How do you do? Yeah, pleased to meet you. Please, very pleased to meet you too. Regarde Madame Poisa, les aider aussi à ce que Madame Poisa elle sait qu'elle perd la mémoire, Madame Poisa. Je lui parle comme ça parce qu'elle en parle elle-même. Et nous, on essaie de l'aider avec cette difficulté. C'est pas facile, alors on échange avec elle et on l'apaise par rapport à cette crainte qu'elle peut avoir, Madame Poisa. Est-ce que vous voulez en dire deux mots de cette crainte que vous avez? C'est la hantise que ça s'accentue encore. Oui. Ça fait peur. Cet espace Snowy-Zélène, il a été créé avec du personnel formé, des soignants formés, pour accueillir ici des personnes qui ont besoin de moments de détente, dans un espace un petit peu plus intime que dans l'établissement, ou aussi de stimulation. Snowy, il y a sentir renifler, et Zélène, ça doit être la détente.
Donc je pense que c'est, en fait, au travers de tous les sens, c'est amener une détente. D'autres personnes, on va les stimuler avec du matériel qu'on a ici, au travers du toucher, de la vue, de la musique. Au niveau du toucher, pour les personnes qui ont des troubles cognitifs ici, certaines sont tactiles et elles aiment toucher, jouer avec les lanières. Vous pensez bien à plier vos jambes pour les mettre. Très bien. Très bien. Pieds sur les petits oursins uniquement. Hein. Redresse-toi. Tiens droit. Ça permet aussi que les résidents retrouvent des gestes qui peuvent, pour la vie de tous les jours, pour la vie quotidienne. Et c'est surtout, en fait, on essaie qu'ils préservent leur autonomie. La balnéothérapie, donc en piscine, c'est vraiment intéressant parce que déjà on est en groupe, donc il y a une dynamique qui se met en place entre toutes les personnes. Et souvent c'est un moment assez important pour les gens parce que il se peut qu'ils soient alités très longtemps, sans pouvoir marcher pendant plusieurs semaines. Et au moment où ils doivent reprendre la marche, on va passer par cette étape de piscine pour qu'ils réapprennent à marcher. Donc là, il y a par exemple des personnes qui viennent et qui remarchent pour la première fois depuis des semaines. Et parce que l'eau, ça va faciliter le mouvement, ils vont avoir moins mal, ils vont être en sécurité. Et c'est vraiment un moment agréable pour eux parce qu'ils font des mouvements qu'ils n'ont pas fait depuis très longtemps. C'est bon. Sylvie, elle avait trouvé, il n'y a pas assez de différence de paysage. Mais voilà, Oxford, aussi c'est beau. Je suis né en Oxford. Allons-y. Allez. Beaucoup de vélos. Ça Oxford. tombe bien, il est en vélo à Oxford. Oui. Alors, ils ont un trajet, voilà. Là, il a l'option Kate Street ou... Et donc ma mission, ça sera de découvrir tout ce qui va être les écrits professionnels, la vie avec les résidents, les accompagner, développer l'autonomie. Viens. Tu vas m'aider à expliquer, viens. Alors, voilà. Regarde, comme ça. Voilà. Et ben voilà, tu as essayé. Ici, c'est un mur d'expression. Et donc, les gens s'expriment, ils mettent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de règles. Et on efface une fois par semaine. Du coup, ils s'expriment surtout le week-end. Parce que c'est là où ils sont les plus disponibles. Et on efface une fois par semaine. On prend la photo et on garde la mémoire pour faire une expo après. Les établissements que nous avons visités soulignent l'importance d'un environnement de travail collaboratif et favorable pour le personnel. Dans ce projet, on n'y va pas tout seul. On est vraiment dans un travail d'équipe, on est assez solidaires les unes les autres. Et c'est ça qui fait aussi notre force. Chacun a sa place avec des missions différentes. Voilà. On arrive à échanger, donc même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup d'échanges entre nous déjà, et avec le médecin quel que soit avec les aides-soignantes, l'agent hôtelier, on est une équipe. C'est important. Là, il y a notre agent hôtelier qui fait les chambres, mais elle participe à la vie du service et la prise en charge du patient. L'idée de pouvoir travailler également en équipe. Ici, nous sommes... tout le travail qui est fait est un travail de collaboration. C'est un pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de métiers différents. Le projet, quand nous les accueillons, c'est de leur permettre de repartir dans la vie. On fait en sorte qu'il y ait une bonne ambiance et ce qu'on appelle maintenant la qualité de vie au travail. Il faut qu'autour, il y ait un environnement qui soit bénéfique à l'envie de travailler et à l'envie de faire bien. Le volet formation est aussi un volet important. Il y a très régulièrement des propositions de formation cœur de métier qui permettent aux professionnels de maintenir leur savoir-faire, d'acquérir de nouvelles techniques,
voire de pouvoir maintenir une employabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui existe au COS. Cette attention portée autant à la personne accueillie qu'à la personne qui va accueillir et prendre en charge le patient. Ça, c'est très important. Je suis arrivée il y a à peu près 28 ans. Donc moi, quand je suis arrivée en 83. Depuis 20 ans. Donc voilà, si je suis encore là, c'est que le boulot me plaît. Et c'est cette équipe qui a, pour certains 20 ans, d'autres 13 ans, d'autres 10 ans d'ancienneté, puisqu'on a une équipe avec des anciens, mais aussi avec des gens tout récents, mais qui partagent cette façon de travailler. Un autre thème très important est l'encouragement des liens entre les établissements et le monde extérieur. En France, on a la semaine du goût en octobre. Et normalement, ils devraient aussi venir travailler en cuisine pour préparer des choses pour qu'ils puissent découvrir et goûter. Après, l'étape d'après, on va travailler, se rencontrer plusieurs fois dans l'année. Et ensuite, le groupe va aller au lycée du Golf Hôtel. Et en partenariat dans les cuisines du lycée, ils vont préparer des plats. La mairie de Marvejols, tous les ans, organise une action citoyenne auquel les résidents vont participer. Un lien très intéressant avec l'extérieur s'est développé à Saint-Philibert. Suite à l'arrivée de réfugiés syriens en France, le COS a demandé aux résidents de Saint-Philibert « Si vous avez un logement vide à Dijon, accepteriez-vous de le mettre à la disposition de réfugiés syriens ?» Ils ont eu des réactions négatives en disant c'est pas normal que ces personnes viennent chez nous, et nous quand on a eu la guerre on est resté chez nous, on n'est pas allé ailleurs. Vous voyez, des réactions presque racistes. Ça nous a beaucoup affectés, ça nous a beaucoup embêtés, et c'est pour ça qu'on a contacté Qualia, parce qu'on a dit mais il faut qu'ils rencontrent ces personnes qui sont syriennes et ils vont changer le regard. Et ça a vraiment bien marché. On était très heureux que Claire accepte cette action avec nous parce que ils se sont rencontrés. Les Syriens ont parlé, par exemple, du déchirement, d'avoir leur famille là-bas, d'avoir perdu des frères, des parents, des enfants, etc. Et nos résidents, ils ont parlé de leur propre déchirure, c'est-à-dire des décès qu'ils ont eus dans leur propre vie, etc. Et ils ont partagé ça. Et petit à petit, même les personnes qui ont le voile ont pu venir. Et le regard a changé, vraiment, vraiment. Les liens entre les établissements et l'extérieur est fortement renforcé par la participation de nombreux bénévoles. Aujourd'hui, on développe des pôles de solidarité, c'est-à-dire qu'on développe de la présence de bénévoles, qui est très importante parce que je suis dans une relation professionnelle, dans la distance professionnelle. À ces gens qui, bénévoles, ont envie d'avoir une action. Ce sont des retraités, ce sont des actifs aussi, ce sont des jeunes parfois, des jeunes étudiants, d'avoir une action auprès des réfugiés ou des personnes en difficulté sociale, qu'ils soient mineurs, qu'ils soient des adultes. Et là, ces personnes-là peuvent créer du lien social. Et elles peuvent aller à la plage une journée, elles peuvent inviter à manger, elles peuvent aller au domicile, elles peuvent créer du lien social. La FEV avec qui on travaille, c'est des étudiants bénévoles qui viennent donner leur temps pour les enfants, pour les aider avec leur travail scolaire. Donc chaque enfant ici a un étudiant qui s'occupe d'eux et ils viennent pendant 2 heures, une fois par semaine. Et en général, ils font 30 minutes, 1 heure de travail un peu pour l'école. Et le reste du temps, c'est des activités manuelles ou les amènes. Ça, c'est super. Alors, l'étudiante, c'est sacré. Les enfants qui sont ici, qui ont leur étudiant, c'est à eux, ils adorent. C'est très important. En fait, c'est accompagner la fragilité. Et nous avons un bénévolat de présence à la personne. Et en fait, c'est la personne qui décide de la relation, en quelque sorte. Je rencontre plutôt les personnes qui sont dans une grande solitude et dont les familles se sont un peu éloignées. Et c'est un bénévolat d'accompagnement et de présence et de grande écoute. Dans les établissements du COS,
un grand accent est mis sur le respect de la personne. C'est quelque chose pour lequel l'abbé Glasberg devait se battre à une époque où il était de pratique courante, par exemple, de tutoyer les personnes placées dans les institutions. Il s'est battu contre cela en insistant sur l'utilisation de vous. Vous permettez que je vous fasse une petite bise? Ouais. Ah. Bon appétit. Notre travail est assez paradoxal. Et donc, aujourd'hui, près de 40% obtiennent le statut de réfugié, mais donc il y a 60% de personnes qui n'auront pas le statut de réfugié. C'est un sujet qui est compliqué parce que dans les valeurs d'une association, qui travaille sur l'inclusion, finalement, avec les demandeurs d'asile, parfois, on pourrait avoir l'impression de travailler sur de l'exclusion, puisque ce sont des gens qui vont quitter nos structures sans rien derrière, qui tentent au plus profond le respect des gens. C'est-à-dire que même si quelqu'un est débouté du droit d'asile, même s'il va quitter notre établissement, qu'il va se retrouver dans la difficulté, on peut aussi le faire avec dignité et respect. J'ai été très impressionné par la variété d'activités proposées pour enrichir la vie des résidents et des patients. Et par contre, pour les animations, je trouve que c'est très riche. Quotidiennement, nous avons des animations le matin, l'après-midi et tous les week-ends également. Alors ça, donc vous voyez, pour moi, on se retrouve un petit peu une petite famille. Je le vois comme ça. Bénévole. Oui, oui. Voilà, et je viens le lundi pour les aider un petit peu. Et nous réalisons des petits carrés. On essaie de transformer en couverture. C'est joli? C'est joli, oui, oui. Ces dames ont de l'ardeur à tricoter. On peut parler en même temps. Oui, à Vincennes. Oui, moi, oui. On va commencer. C'est un établissement qui est très reconnu pour la qualité des animations. Tous les matins, en règle générale, c'est des activités manuelles. On a un atelier où les dames viennent librement, en fait, et travaillent en autonomie voilà, sur tous les matins de la semaine. Des animations, c'est très bien. C'est intéressant. Ce qu'on appelle le paillage. Je repasse un peu. On fait ce qu'on peut. C'est le chef paillage, monsieur Sudre. Oui. Ah, le chef, oui. Oui, là, je voyais. Là. Ah, c'est vous. Oui. Et après, les après-midi, on a soit des activités hebdomadaires qui reviennent, donc la danse, la chorale, l'accordéon. J'aime beaucoup l'accordéon. Et jeudi, nous allons manger au restaurant. Donc c'est une sortie importante. Voilà. Donc Edith viendra, Madame Vasseur viendra, vu qu'on a un car aménagé pour prendre tous les fauteuils, et le maximum. Voilà. Donc on essaye de proposer des choses très, très différentes pour que tous les publics y trouvent leur compte. Donc ça passe par des activités de loisirs créatifs, par des jeux, beaucoup de choses aussi autour d'Internet, d'une bibliothèque. Essentiellement et pour beaucoup, la mise en relation des gens, donc beaucoup de liens, d'échanges, de communication entre eux le plus possible. Là, il y a un coup de vent, là. Puis tout le monde, on se connaissait pas, et puis après on fait un gros groupe. Le jeu, la conversation, puis entre patients, il y a toujours pire que soi, donc on pense aux autres, on ne pense pas à soi. On va au cinéma, on va au théâtre, parfois des concerts. À la belle saison, là, on vient de passer l'été et on est plutôt sur des pique-niques, sur des choses très conviviales où on passe du temps, mais ailleurs qu'à Divio.
Ici, c'est le jardin des simples avec toutes les herbes aromatiques. De la menthe, on a de la gastache, du thym, de la marjolaine, enfin toutes sortes de plantes. Ensuite, elle va faire des sorties également pour faire des cueillettes comme le sureau qu'elle fait sécher. Et à travers toute cette activité avec les résidents, ça permet de confectionner des sachets de tisane. La tisane Saint-Philibert. Oui. Lâche. Et là, comme ça, là. Au rouge. On m'a recruté aussi. Ce n'est pas si facile. On est dans le respect, la dignité, et tout ça dans un seul but, c'est pour éviter que le résident soit un petit peu exclu et qu'il puisse encore aller vers l'extérieur et garder cette autonomie. Une grande importance est attachée à la cuisine, ce qui constitue aussi un lien avec l'abbé Glasberg, qui aimait bien sa nourriture. Je me souviens qu'une fois, il y avait une réunion de famille à Paris et l'abbé était parmi les invités. Il arriva avec un pot de cornichons au vinaigre qu'il adorait. Il les déposa sur la table, près de sa place, clairement destiné à sa consommation personnelle. L'hôte russe, un cousin Glasberg, était scandalisé par cette violation de l'étiquette sociale. Mais l'abbé n'y a prêté aucune attention. Il était extrêmement peu conventionnel. Et les cornichons étaient l'essentiel. J'ai toujours entendu dire qu'Alexander Glasberg accordait une grande importance à tout ce qui touchait à la nourriture. Il y a une phrase assez rigolote qui dit « Il a accordé autant d'importance au recrutement du chef de cuisine qu'à celui du directeur. » Tous les jours, ils ont une soupe le soir. Un potage de légumes, du gazpacho. Voilà. Donc ils ont toujours un bol de soupe le soir et avec donc leurs plats principaux et puis leurs desserts. Voilà. Ils sont bien gâtés et on essaie d'y mettre tout notre cœur pour qu'ils soient vraiment à l'aise chez eux. Donc le choix d'avoir autant de textures différentes et vraiment pour pouvoir répondre à l'évolution propre du patient, le rendre autonome, vraiment voilà, donc en passant par différentes étapes. Donc c'est pour ça qu'on passera quelques petites modifications par-ci par-là d'une texture à une autre, mais qui va permettre vraiment de pouvoir se dire, eh ben, si le patient doit rentrer à domicile avec une texture alimentaire particulière, qu'il sache quoi faire à la maison, au quotidien et dans le concret. Voilà. C'était gratifiant de voir à quel point les valeurs de mon grand-oncle sont toujours au cœur du travail du COS. J'ai été touché de recevoir cette médaille, normalement attribuée au personnel de Beau Séjour lors de leur retraite.
Cette médaille, nous souhaitions aussi, au nom de l'ensemble des salariés de l'établissement et du COS, vous la remettre. Merci beaucoup, c'est très gentil et c'est un honneur. Ce fut un vrai privilège de voir le travail du COS de si près. Je suis très reconnaissant pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu et je chérirai les souvenirs de tout ce que j'ai vu.